Bonjour et bienvenue à déjà cette dernière rencontre hors norme de notre deuxième saison. Mais rassurez-vous, on est déjà en train de concocter une troisième saison pour 2022, alors restez à l'affût. Je suis Marie-Claude Drouin et j'ai le grand privilège de me réveiller le matin et de travailler pour développer le réseau de normalisation et francophonie, le RNF. Le RNF, c'est un important réseau qui regroupe les organismes nationaux de normalisation de 30 pays de l'espace francophone. Notre mission, faire de la normalisation un pilier de la vitalité économique. Pourquoi? Les normes sont d'importants leviers. Pour deux raisons. Tout d'abord, ce sont des outils d'intelligence économique pour créer de la valeur dans les entreprises. En s'y conformant, non seulement les entreprises se donnent des clés pour accéder au marché, mais elles voient leur productivité augmenter. Deuxièmement, les normes, ce sont des outils de diplomatie économique. Porter sa voix dans les instances internationales de normalisation qui définissent nos règles du marché, c'est stratégique. Qui fait la norme fait le marché. Assez parlé, alors allons-y sur le vif du sujet. Vous êtes plusieurs de partout dans le monde qui nous regardez. N'hésitez pas à écrire votre nom et à nous dire d'où vous venez. On aime ça savoir de quel coin de la francophonie vous nous saluez, particulièrement en cette instance de pandémie qui perdure et où on a trop peu la chance de vous voir en personne. Je vous invite aussi à indiquer vos questions pour notre invité et pour nous. Nous allons les modérer à distance et les poser en direct, bien entendu, si vous prenez un petit moment pour nous écrire. Alors, sachez que cette rencontre hors norme est diffusée en direct présentement sur Facebook et sur LinkedIn et sera présente aussi rediffusée sur nos réseaux, sur notre chaîne YouTube. Alors voilà, merci d'être là. Sans plus tarder, écoutez, on termine la saison vraiment avec faste et grand bonheur. Nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de la francophonie économique et numérique de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Henri Monceau. Bonjour Marie-Claude, c'est un grand plaisir. Bonjour Henri, on peut s'appeler Henri? D'habitude, on s'appelle nos prénoms, donc on ne va pas changer les bonnes habitudes. Monsieur Monceau, c'est un immense privilège de vous accueillir aujourd'hui. Réseau Normalisation et Francophonie, on veut faire de la normalisation un pilier de notre francophonie économique. Donc, c'était tout à fait logique pour nous de vous accueillir aujourd'hui, vous, le directeur de la francophonie économique. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, si vous permettez. À votre disposition. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a dernièrement adopté une stratégie économique pour la francophonie, et là, je vais le lire, dont le titre est « Pour une prospérité durable au sein d'une francophonie résiliente, solidaire, inclusive et innovante ». Pouvez-vous nous dire, selon vous, comment la stratégie va faire une différence dans notre francophonie économique? Oui, merci. C'est en effet, vous y faisiez référence, nous vivons des temps assez contrariés du fait de cette pandémie qui est une crise sanitaire, mais une crise sanitaire qui a elle-même entraîné une crise économique et à certains égards sociale sans précédent. Il nous paraissait important néanmoins de ne pas postposer l'enjeu qui consistait à se donner une nouvelle stratégie économique au sein de la francophonie, pas seulement parce que la précédente, qui avait été élaborée en 2014, prévoyait que ceci était la nouvelle échéance, mais aussi justement parce qu'il y a des défis énormes auxquels il faut répondre maintenant. Alors, comment faire la différence? D'abord, probablement en se concentrant sur la valeur ajoutée, sur ce qui va faire qu'on peut vraiment transformer le réel, apporter une différence à un certain nombre de pratiques. Et on a tenté dans cette stratégie qui a été négociée, discutée, travaillée pendant près d'une année avec les États et gouvernements membres, et d'ailleurs sous le pilotage d'un groupe de travail qui comprenait et qui était coprésidé par le Québec et la Tunisie, qui sera l'hôte du sommet de la francophonie, sommet qui aurait dû se tenir maintenant, mais qui est
reporté à l'année prochaine, toujours pour cette même raison. Néanmoins, donc, on a pu sortir ces propositions et tenter vraiment d'être sur cet effet levier, cette valeur transformatrice. Et je crois que là, en se concentrant à la fois sur une intensification sur les échanges économiques et commerciaux au sein de l'espace francophone, en essayant d'apporter une vraie valeur ajoutée là aussi sur l'employabilité des jeunes, sur la façon dont on va se concentrer en matière d'entrepreneuriat d'une part, et puis d'autre part aussi de formation, de mise en capacité par rapport à cette économie numérique qui aujourd'hui imprime tout le tissu économique mondial, eh bien, nous parvenons probablement, j'espère en tout cas, à identifier les points d'entrée les plus efficaces. Et au-delà de ces 3 thématiques que je viens d'aborder, les 2 autres qui se retrouvent dans la stratégie sont l'enjeu des politiques publique forte. Nous sommes une organisation intergouvernementale. Nos parties prenantes sont les États et les gouvernements. Et par conséquent, il est essentiel que ça soit avec eux, évidemment, et à travers eux, que nous puissions tous ensemble parvenir à construire ce chantier important qu'est cette stratégie. Et le dernier aspect, qui n'est plus centré sur nous, mais justement sur tous les acteurs extérieurs, c'est le plaidoyer. Lui aussi, dimension transversale. Et je crois que nous sommes, le RNF et l'OIF, unis dans ce combat. RNF qui a d'ailleurs, mais je suis sûr qu'on y viendra, qui a d'ailleurs une place toute spéciale, toute particulière dans cette stratégie. Alors, travailler et focaliser là où on peut faire la différence avec les États, nos membres et ceux qui peuvent nous donner un coup de main sur le terrain pour avoir les bons plaidoyers. J'avoue que j'aime beaucoup cette politique d'action. Je rappelle à tous ceux et celles qui nous écoutent de nous écrire vos questions et de nous saluer pour nous dire de quel pays vous nous écoutez. Monsieur Monceau, cette stratégie-là, c'est une nouvelle mouture. Hein? Il y avait une première qui avait été adoptée à Dakar. Vous avez fait une commission, des travaux. J'ai eu le grand plaisir et privilège d'être invitée à ces travaux-là. J'ai pu présenter la valeur et l'intérêt de la normalisation. Mais on est entre nous. Racontez-nous les coulisses et dites-nous pourquoi vous avez décidé de citer la normalisation qui est vraiment citée à 3 endroits comme levier. Qu'est-ce qui a fait que là, vous vous êtes dit, OK, on va focaliser nous aussi sur la normalisation? Dites-nous tout. Il n'y a pas vraiment de secret. L'enjeu est celui que j'ai précisé auparavant. La volonté de notre secrétaire général a été d'aller vers une francophonie très efficace. Une francophonie qui peut vraiment, encore une fois, faire la différence sur les dossiers sur lesquels elle intervient. Parce que je crois que le propre de toute organisation, hein, Michel Crozier a beaucoup écrit sur le sujet dans le passé, Bruno Latour aussi, toute organisation a naturellement tendance à se disperser, à entrer peut-être dans du saupoudrage. Et évidemment, la francophonie n'y échappe pas plus que d'autres. Et donc, à certains moments, il est vraiment très utile d'un peu resserrer les boulons, d'un peu de remettre le métier sur le travail, ou l'inverse plutôt, de remettre le travail sur le métier. Moi, je dis souvent, 20 fois, il faut remettre, se remettre à l'ouvrage. Ouais. Et donc, c'est ce que nous avons tenté de faire ici en cherchant vraiment les points d'entrée qui allaient finalement avoir une dimension assez inductive par rapport à tout le reste. Parce que si vous travaillez sur certains leviers, évidemment, vous avez un effet vertueux qui se déclenche. Et la normalisation est très clairement un de ces éléments. Vous l'évoquiez en introduction de notre conversation, c'est à la fois un outil d'intelligence économique et donc comme tel, c'est extrêmement contagieux. Hein. Ça permet vraiment de créer ces cercles
concentriques vertueux qui vont apporter aussi, parce que ce qui est important, c'est pas nous, c'est pas l'aspect institutionnel, c'est pas la tuyauterie, c'est au bout du compte l'entrepreneur, les marchés et donc les populations, la manière dont tout cela va bénéficier aux personnes, aux jeunes, aux femmes. C'est là où il y a un intérêt. Nous pensons que la normalisation le fait pour cette raison-là, et puis aussi par rapport à cette dimension de diplomatie économique, à ne pas voir de manière abstraite et uniquement par rapport à de grands cénacles, mais là aussi très très concrètement par rapport à l'interaction qui peut exister au sein des pays entre les acteurs économiques. Nous organisons par exemple en appui de ce premier axe que j'évoquais tout à l'heure sur le renforcement de la stimulation des échanges économiques au sein de l'espace francophone, nous organisons des missions économiques et commerciales qui visent à mettre en contact des acteurs qui viennent de toute la francophonie avec des acteurs clairement identifiés au sein d'une région. La première mission visera l'Asie du Sud-Est, le Vietnam et le Cambodge en mars prochain. Et puis la deuxième, tout de suite après, se concentrera sur l'Afrique centrale. Si j'évoque ça, c'est parce que, en effet, aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée à être francophone en affaires, à pouvoir travailler avec des acteurs qui parlent la même langue que vous. On le sait, des études économétriques l'ont démontré, il y a clairement un effet sur le PIB lorsque vous échangez, vous commercez, vous co-construisez avec des acteurs qui partagent votre langue, comparativement au fait de le faire avec des acteurs où vous devez vous adapter à leur système linguistique, mais aussi très souvent juridique et pourquoi pas normatif. Et donc là, il y a cet atout et c'est pour ça que la normalisation est un aspect tellement important, transversal dans les actions que nous menons. Moi, on est toujours entre nous. On a une nouvelle présidente au RNF qui est Mme Léna Dargan, qui est présentement la directrice générale aussi de l'Institut libanais de normalisation. On a un plan stratégique qui va arriver à sa fin en 2022. Donc, on m'a mandaté pour préparer une nouvelle mouture pour la présenter au conseil d'administration. Sur quoi est-ce que je devrais focaliser, M. Monceau, pour que je sois une courroie de transmission adéquate avec mon réseau pour votre plan? Alors, d'abord, soyons clairs sur le fait que ça n'est pas notre plan, hein, ou bien alors c'est notre plan. C'est notre plan. Dans le sens où, évidemment, la francophonie, c'est nous tous les acteurs, mais institutionnellement aussi, c'est le cas. Il y a d'abord les États et gouvernements membres, c'est eux le cœur du réacteur. Il y a l'OIF qui est une sorte de secrétariat qui les épaule et qui les appuie par rapport à cet objectif spécifique. Et puis, il y a les acteurs de la charte, comme nous les appelons, qui sont l'Agence universitaire de la francophonie, qui sont l'Université Saint-Goor, TV5 Monde. Il y a beaucoup d'acteurs et il y a bien sûr également l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, c'est toute cette galaxie-là qui se met en mouvement autour de la stratégie. Cette galaxie, le RNF en fait partie et doit en faire de plus en plus partie. Et c'est là où, bien sûr, vous avez une belle carte à jouer, je crois, pour arriver, pour nous aider tous à atteindre les objectifs de cette stratégie. Par exemple, en amplifiant encore ce que vous faites déjà très bien aujourd'hui, c'est-à-dire animer tous ces acteurs, alors pas seulement directement les organisations qui sont au sein de la coupole RNF, mais aussi ces ateliers jeunes et normalisation, toutes ces actions qui sont centrées sur des publics spécifiques dans l'espace francophone et qui mettent en capacité, qui renforcent les capacités aujourd'hui des acteurs, qui font donc que l'espace francophone lui-même peut peser davantage dans l'économie globale, puisque c'est ça aussi l'enjeu, bien entendu, c'est de savoir qui on est dans cette économie et de pouvoir aussi, pas seulement parler sa langue, mais aussi défendre ses cartes. Défendre ses cartes, oui. Écoutez, moi j'adore ça. À chaque fois que j'ouvre mon tableau de bord le matin, je me mets une petite phrase fétiche et puis maintenant, là, je vous écoute, je me suis pris une note, ça va être
m'impliquer dans la galaxie. Ça va être ça ma ligne directrice. La force soit avec vous. Merci. Monsieur Monceau, dans la stratégie économique pour la francophonie, vous avez évidemment identifié les femmes et les jeunes entrepreneurs comme étant un axe où il faut vraiment qu'il faut cibler et focaliser. Quelles sont vos ambitions pour les femmes et les jeunes entrepreneurs avec la stratégie à l'OIF? Oui, alors d'abord, ce sont deux publics. Alors, j'aime pas identifier ça comme des publics parce que j'ai envie de dire, nous sommes tous, j'espère que nous le restons tous jeunes, en tout cas, nous sommes tous passés par là, nous y sommes encore, et donc nous mesurons ce que sont les défis qui se posent à la jeunesse, particulièrement dans l'espace francophone. Et puis, si je veux être un peu provocateur, je dirais que nous sommes aussi tous femmes et hommes, en tout cas qu'on doit tous intégrer le point de vue et la réalité de ce qu'est être femme et homme. Et donc, j'abonde. En ciblant ces publics, évidemment, c'est une manière aussi d'avoir une vraie vocation universelle, une vraie vocation globale. Je reviens alors peut-être sur chacun d'eux. D'abord sur la question de la jeunesse. L'espace francophone est très jeune. La plupart de nos pays ont un âge médian qui est très faible, c'est-à-dire que la moitié de la population, je crois que la moyenne dans l'espace francophone est autour de 20 ans, la moitié de la population. La moyenne? Oui, la moyenne globale, parce que évidemment, l'essentiel de la population francophone est africaine. Ce sont les 31 pays africains qui sont membres de plein droit de l'OIF et qui aujourd'hui ont, eux, un âge médian qui est en dessous de 20 ans dans la plupart des cas. Si nous pensons à la région sahélienne, par exemple, on est autour de 16 ans. Il y a des pays comme le Mali ou le Niger où jusqu'à 80-85% de la population a moins de 35 ans. Et donc, on voit immédiatement ce qu'est le défi. On ne s'adresse pas là à une petite tranche de la population, on s'adresse à la majorité de notre population aujourd'hui et c'est cette population qui a ces défis immenses devant elle, des défis d'intégration, de transformation du monde. On connaît les grands débats, par exemple, sur les enjeux liés aux objectifs du développement durable. C'est cette génération qui les porte aujourd'hui. Mais pour ça, elle doit disposer des outils, des manettes pour pouvoir le faire. Donc, c'est une préoccupation qui est importante et c'est pour ça que les jeunes se trouvent au cœur de nos projets. Et particulièrement les jeunes femmes, les femmes de manière générale, mais notamment les femmes. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est la moitié de l'humanité, mais c'est souvent malheureusement la moitié encore un peu oubliée, un peu mise de côté, un peu délaissée, qui a plus de difficultés d'accès au marché du travail, par exemple, qui se trouve dans beaucoup de pays plus dans l'économie informelle. Voilà, il y a toute cette réalité. Donc, c'est extrêmement important de viser l'égalité femmes-hommes et de viser l'employabilité effective des jeunes. C'est fondamental, c'est ce que nous tentons de faire dans tous nos projets et de le faire là aussi, comme je viens de le dire à propos de la normalisation, à travers une dynamique qui soit autoportée en quelque sorte en appliquant à nos programmes, je parle là de l'OIF, mais j'espère que ça va se générer de plus en plus au sein de nos États et gouvernements, en appliquant une stratégie d'impact, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait une matrice basée sur des indicateurs très concrets, transformationnels par rapport à ce que les projets doivent faire, qui permettent effectivement de viser ces publics. Nos projets en matière d'entrepreneuriat, par exemple, c'est les pionnières. Alors, les pionnières, ce sont des entreprises, mais de manière prioritaire, des entreprises qui ont été créées, qui sont gérées par des femmes, ou dont l'objectif, la raison sociale, va apporter une contribution positive à la question de l'égalité femmes-hommes. De la même manière, nos projets en matière de formation au numérique et à ces métiers inclut cette stratégie d'impact et donc on privilégie là aussi
en termes de cohorte de personnes à former, on privilégie les femmes et les jeunes filles de telle sorte que nous contribuions à cet apport essentiel au développement et au mieux-être économique de l'ensemble de nos pays. J'adore écouter ce que vous dites, puis je vais juste vous dire que dans nos cartons à l'OIF, on a présentement un projet qu'on travaille avec Madeleine, la directrice. De quelle direction, rappelez-moi, Henri? Alors, Madeleine est en fait la responsable de l'unité transversale égalité femmes-hommes. Voilà. D'ailleurs, une unité qui a été créée dans le cadre d'une autre stratégie, celle-là, stratégie transversale par nature, qui porte sur cette égalité femmes-hommes et qui avait, à l'époque, fait l'objet, là aussi, d'un pilotage québécois. Parce que c'est ça, est-ce qu'on a attiré l'attention de Madeleine parce que présentement, Aliso va débuter là, incessamment là, des travaux pour mettre en place une norme justement pour comment intégrer l'égalité femmes-hommes dans nos organisations. On se reverra sur ce sujet, j'en suis certaine. Passons à une autre question. On l'a dit tout à l'heure, hein, notre francophonie, c'est composé de nos chefs d'État et de gouvernement, donc c'est une organisation politique. Il faut s'en servir. Quelles sont vos attentes à l'égard des acteurs politiques dans votre stratégie? Écoutez, les attentes sont finalement celles qu'ils se fixent eux-mêmes, puisque la stratégie traditionnellement est adoptée par les chefs d'État et de gouvernement. En l'occurrence, ça n'a pas été possible puisqu'on ne pouvait pas les réunir à l'occasion d'un sommet l'année dernière. Par contre, ce sont leurs ministres qui ont adopté cette stratégie. Donc, ils ont engagé formellement leurs États à cette occasion-là. C'est à l'occasion de la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est réunie à Paris le 24 et le 25 novembre 2020 que cette stratégie a été discutée, finalisée, adoptée. Donc, les États, les gouvernements se sont mis ces objectifs et nous ont donné ces objectifs. Et donc, quand nous parlons, par exemple, de normalisation, c'est clairement eux qui reconnaissent l'importance d'investir ce secteur et de pouvoir, avec le réseau, aller beaucoup plus loin que les pratiques actuelles pour vous venez de donner un exemple qui est parfait, hein, la question de l'ISO appliquée à l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment en n'abandonnant pas et au contraire en investissant fortement ce type de créneau que nous pouvons, alors là aussi je vais être concret, gagner des parts de marché. C'est de cela dont il s'agit. Tout à fait. Ce qui m'amène à mon autre question, gagner des parts de marché. Un autre objectif que vous avez dans la stratégie, c'est d'accroître l'influence des pays de l'espace francophone dans les instances de décision internationales. Comment, selon vous, on peut faire en sorte que les pays francophones participent davantage à la normalisation? C'est ma bataille de tous les jours, alors j'ai envie de vous entendre là-dessus. Alors, je pense qu'il y a encore et toujours et inlassablement un enjeu d'éducation, de sensibilisation à ces problématiques. Voilà, la réalité humaine est que notre temps de vie est limité, que notre temps d'activité est limité. Et donc, là aussi, on va reprendre notre expression tout à l'heure, il faut toujours remettre le travail sur le métier, il faut toujours être finalement dans cet état d'esprit que rien n'est acquis. Oui. et que le changement s'opère de telle manière, à une telle vitesse et tellement générique aujourd'hui, les vagues de changement finalement d'abord s'appliquent immédiatement et puis touchent tout le monde en même temps. Ça, c'est l'impact de la transformation numérique. Si vous pensez à ce que représentait l'innovation pour vos parents ou vos grands-parents et que vous puissiez leur demander ou auriez pu leur demander de lister quels étaient les grands changements qu'ils avaient vus dans leur vie et puis que vous compariez ça avec ce qui vous est arrivé à vous-même depuis le début, mais peut-être aussi simplement depuis 10 ans ou peut-être depuis 5 ans, on se rendrait compte qu'en fait, la nature même de l'innovation est transformée du fait de son impact. Et pour cette raison-là, je crois qu'il faut
pas trop vite se dire, ben voilà, ça c'est fait, hein, on coche la case et puis maintenant on passe à l'étape suivante. Non, il y a un travail permanent de sensibilisation qu'il faut mener et à partir de ce travail-là, construire dans le même temps des actions efficaces, concrètes, qui vont amplifier finalement ce travail, qui vont permettre aussi aux acteurs de bien se rendre compte des bénéfices apportés par le travail en matière de normalisation. Vous avez parlé du numérique. Quelle est la place pour vous du développement numérique? Je sais que vous avez aussi adopté une stratégie numérique. Ce sera l'objet de d'autres travaux que nous aurons ensemble et on aura certainement le plaisir de vous réinviter pour en parler. Mais dans cette stratégie de francophonie, pour la francophonie économique, quelle est la place du numérique? Alors, on n'a pas tout à fait adopté encore la stratégie. Ah! C'est le même type de travail, hein, donc c'est un travail qui s'est déroulé là au cours des mois presque de toute cette année. On a, pour ce qui concerne le travail préparatoire, on a terminé, on a un avant-projet et maintenant cet avant-projet, on le soumet aux Sherpas, aux représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement. Ça sera l'occasion d'une réunion cette semaine. Ah oui? Oui, absolument, demain et après-demain, voilà, c'est vraiment tout proche. Et puis les ministres eux-mêmes qui vont se réunir à Paris le 10 décembre, les ministres seront invités à considérer cette stratégie et nous l'espérons l'adopter. Mais cette précision étant apportée, oui, le numérique est déjà présent dans la stratégie économique parce que de toute façon, le numérique est présent absolument partout et il est là aussi très important de s'en rendre compte et d'avoir cette vision, cette volonté lorsque l'on est entrepreneur, lorsque l'on est un acteur économique, de s'emparer aussi du numérique, de ne pas penser que c'est quelque chose qui est laissé à des acteurs spécialisés ou qui serait forcément complexe parce qu'on existe aussi numériquement. La preuve, ce que nous sommes en train de faire maintenant n'aurait pas été imaginable ou concevable il y a quelques années. Mais oui, on fonctionne comme tel. Je venais ce matin à Paris. Alors vous êtes encore le matin, mais il est un peu plus tard pour moi. Je venais ce matin à Paris et je n'ai presque pas été surpris de voir dans le train une personne à côté de moi être en visioconférence comme ça déjà de grand matin. Ah oui. Donc, dans le train. Il y a une sorte de dématérialisation du travail qui concerne le monde économique, mais qui ne peut pas se faire n'importe comment. Et là, je fais une transition à nouveau entre cet enjeu numérique et puis cet enjeu normatif qui doivent être des fils qui doivent être connectés et c'est un aspect qui va être important lui aussi dans la stratégie numérique puisque ce qui se trouve dans la stratégie économique sur le numérique, en gros, c'est surtout de mettre l'accent sur les talents, sur les capacités, de faire en sorte qu'il y ait des acteurs qui maîtrisent les enjeux, mais la stratégie numérique va ajouter à ça tout le cadre régulatoire au sens générique du terme, c'est-à-dire le fait de ne pas concevoir le numérique uniquement comme un enjeu technologique, mais aussi comme un enjeu sociétal qui mérite donc pour les États, pour les communautés humaines, de conserver une maîtrise sur ce qui se fait dans le numérique et de pouvoir le faire à travers des règles, mais aussi à travers des normes au sens même de la normalisation, qui vont garantir qu'un certain nombre de difficultés, de déviances, d'excès auxquels nous assistons malheureusement couramment ou d'inégalités tout simplement soient corrigées. Il faut que la volonté de régulation et de normalisation de l'espace numérique, de l'espace que l'on qualifie parfois un peu à tort de virtuel, soit le même, qu'il y ait le même engagement dans cet espace-là qu'il y a depuis quelques dizaines d'années, au-delà même, dans le monde réel, concret, si je puis dire. Henri, je vous écouterai encore pendant des heures. Mais c'est déjà la fin de notre séance aujourd'hui. Est-ce que vous avez ce terme-là en France, chouchou? Alors, chouchou, moi, j'appelle certaines personnes chouchou, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Ben moi, j'ai envie de vous dire que… Je sois belge, hein, donc oui, c'est vrai.
certaine maîtrise du vocabulaire français, mais aussi de celui de la Wallonie et de la Belgique francophone. D'accord. Nous, au Québec, on dit nos chouchous, c'est nos préférés. Alors, Henri, j'ai envie de vous donner une carte chouchou des rencontres hors normes. Alors, vous revenez quand vous voulez. Gentil. Quand vous voulez. En terminant, je vous pose la question que je pose à tous mes invités. Quel est votre mot préféré de la langue française? Alors, je ne suis pas surpris parce que j'ai vu d'autres rencontres et j'ai plein de mots préférés. Alors, je vais en donner un qui est un peu une pirouette quand même, c'est alphabet. Alphabet. C'est alphabet parce que c'est une manière en fait d'embrasser tous les mots en l'évoquant. Mais au-delà de la pirouette, c'est intéressant puisque on désigne tout le vocabulaire finalement, ou en tout cas toutes les composantes du vocabulaire en partant des 2 premières lettres, ce qui est aussi quelque chose qui me plaît bien. Et donc, il y a cet aspect métonymique, là, la partie pour le tout qui est sympa. Et surtout, fondamentalement, je crois que la raison pour laquelle alphabet est un de mes mots préférés, c'est que c'est alpha, bêta. Donc là, on renvoie directement en termes d'étymologie au grec. Et le grec et la Grèce, c'est un de mes grands amours. Donc, voilà, je souligne ce mot, mais tout en m'étant dit, tiens, voilà, ça c'est une bonne réponse à apporter à Marie-Claude, je me suis rappelé qu'il n'y a pas très longtemps, une grande entreprise numérique vient de décider de s'approprier ce mot pour couvrir ses activités en quelque sorte et même en faisant écho à ce que je viens de dire juste avant, pour englober finalement tout un aspect qui serait en dehors de la réalité, le métaverse. Et donc ça m'énerve un peu, je dois bien dire quand même. C'est une raison de plus pour définir des normes et pour réguler sans excès et avec mais pour vraiment faire en sorte que ce qui est un patrimoine commun, ce qui est le patrimoine de toute l'humanité, puisse le rester, puisse le demeurer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, l'alphabet. L'alphabet, là, c'est l'étendue et le champ de tous nos possibles. Tous nos possibles. Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique à l'OIF, un grand merci pour votre générosité aujourd'hui et d'avoir pris un moment pour vous adresser à nous et nous partager les secrets de la stratégie pour la francophonie économique. On a notre Léna Dargam qui vous salue de Beyrouth. Bonjour Léna. Merci beaucoup, Henri. Je vous laisse retourner à vos occupations. Occupez-vous bien de vos ministres cette semaine. Comme toujours. On va faire le travail. On va faire la job, comme on dit chez vous. Oui, faites la job. Vous faites bien la job. Merci, Henri. Merci, Marie-Claude. À bientôt. Vous avez vu? Moi aussi, j'avais ma tour Eiffel derrière. Alors, la stratégie économique pour la francophonie, c'est effectivement notre grand terrain de jeu à nous tous, à vous qui nous écoutez, à moi, au RNF, aux organismes nationaux de normalisation, aux décideurs politiques. On devra travailler pour faire en sorte qu'on fasse une différence dans la sphère francophone pour influencer les tribunes internationales de normalisation. On devra travailler pour renforcer les compétences des entrepreneurs avec les normes parce que, comme on le disait, ça leur donne des clés d'accès au marché et ça leur permet de renforcer leur compétitivité. Et enfin, nos décideurs publics, on devra mieux les sensibiliser à l'importance des normes comme source de connaissances à intégrer dans leur politique publique. C'est déjà la fin de cette rencontre hors normes. Un grand merci d'être là. Un grand merci à vous aussi d'être des ambassadeurs et des ambassadrices de la normalisation et d'être derrière nous pour promouvoir la normalisation comme un pilier de la francophonie économique. On vous donne rendez-vous pour la 3e saison. J'ai plein de nouvelles surprises. On ajoute des invités eux. Et je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre infolette et je vous dis au revoir pour une nouvelle rencontre hors normes en 2022.